La chose ne reflétait pas la lumière comme le ferait une pierre opaque, elle semblait simplement l'annuler, la faire disparaître. Je tiens à préciser d'emblée que ni mon mari ni moi ne consommons de drogue, ne souffrons de troubles mentaux, ni n'avons de problème avec l'alcool. On boit de temps en temps, mais ce soir-là, ce n'était pas le cas. Ce qui s'est passé remonte à environ 8 mois. À l'époque, nous vivions dans un petit appartement avec nos 2 jeunes enfants et notre chien, le temps d'économiser pour une maison. C'était un lundi soir tout à fait ordinaire, vers 19 h. Nous venions de finir de nettoyer après le dîner. Mon mari traînait sur Internet et moi, j'étais sur le canapé. Je lisais l'arrière d'une boîte de préparation pour gâteaux, en me demandant si j'aurais le temps de la faire, de la laisser refroidir, de la glacer et de la manger avant d'aller me coucher. Mon mari regardait une vidéo en ligne, il a fait une remarque drôle à son sujet et on a rigolé. Et puis bam, je me réveille, le visage enfoncé dans notre lit. Mon réveil indique 8 h pile. L'alarme n'est pas activée. Je suis complètement perdu, et une forte odeur de noix de coco flotte dans l'air. Je me redresse et vois mon mari qui se réveille en même temps que moi, avec le même air de profonde confusion. On bondit hors du lit et on court jusqu'à la chambre des enfants. Ils sont dans leur lit, endormis. On entre dans le salon, et dès qu'elle nous voit, notre chienne commence à gémir et rampe vers nous comme si elle avait peur. Elle ne s'était jamais comportée comme ça avant. Et elle ne l'a jamais refait depuis. Tout semblait normal dans l'appartement, à un détail près. La boîte de préparation pour gâteaux que j'avais en main la veille avait disparu. On a fouillé partout. Jamais retrouvé. Autre chose étrange, quand on s'est réveillé, on portait tous nos pyjamas sauf notre plus jeune enfant, qui portait toujours son jean et son t-shirt de la veille. On n'aurait jamais couché un de nos enfants habillé comme ça. Et ni mon mari ni moi ne nous souvenons nous être changés, ni d'être allés au lit. Rien après ce moment où on a ri ensemble. Comme on était déjà en retard pour le travail, on a tous les 2 appelé pour dire qu'on était malade. On a passé la journée à en parler, à essayer de comprendre. Et à un moment, mon mari m'a demandé « Tu as senti la noix de coco ce matin, toi aussi ?» Il n'y avait aucune raison qu'on sente ça. On n'en avait rien cuisiné, rien utilisé qui aurait pu sentir comme ça. Depuis ce jour, je ne peux plus voir une préparation pour gâteau ni sentir l'odeur de noix de coco sans ressentir une forte angoisse et un profond malaise. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon pitbull Harvey après une longue bataille contre le cancer. Il avait 3 pattes, mais c'était mon meilleur ami. Après l'ablation de sa patte, il a vécu encore 1 an et demi, et on faisait tout ensemble. Je l'ai sauvé quand j'étais technicienne vétérinaire. Il avait le parvovirus quand il était chiot et devait être euthanasié. J'ai demandé au propriétaire si je pouvais le prendre et payer son traitement. Quelque chose dans ce petit chiot triste me disait que c'était mon chien. Il a survécu au parvo, à la fièvre de la vallée, à 2 opérations coûteuses au genou, puis au cancer, mais j'aurais été prête à vivre sans rien, tant que je l'avais lui. On veillait l'un sur l'autre. Juste avant de devoir l'endormir, je lui ai demandé, après que tu te sois reposé un peu de l'autre côté du pont arc-en-ciel, pourrais-tu trouver un moyen de revenir vers moi? Je ne suis pas prête à être sans toi. Je l'ai serré dans mes bras, lui ai dit, à plus tard, d'accord? Je t'aime, au revoir. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Le chagrin était écrasant. Vers le premier anniversaire de son départ, j'ai fait un rêve. Je me suis réveillé dans ma chambre, tout était blanc, même moi, avec une lumière blanche très forte sur mon lit. Autour, il n'y avait que du noir. J'entendais un bruit, alors je me suis tourné au bord du lit pour voir ce que c'était. La lumière s'est légèrement étendue devant mon lit, et Harvey est arrivé en bondissant sur le lit. Et devinez quoi? Il n'avait plus les poils gris, ni 3 pattes. Il était jeune, brillant, en pleine santé, avec toutes ses pattes. Je l'ai serré fort et je n'ai cessé de lui dire merci, combien il me manquait, combien je l'aimais. Le rêve n'a pas duré longtemps.
Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage, réalisant qu'il était vraiment revenu, d'une certaine manière, pour me rassurer qu'il ne m'avait jamais vraiment quitté. Un an plus tard, juste avant la Journée nationale du chien 2019, je suis tombé sur une annonce Facebook pour un chiot pitbull qui ressemblait étrangement à Harvey. J'ai envoyé la photo au vendeur qui m'a dit que c'était le dernier mâle disponible. Je l'ai pris et on l'a appelé Eddie. Je sais qu'il n'est pas Harvey, mais avoir Eddie m'a rendu Harvey un peu plus proche, et ce vide dans mon cœur s'est un peu comblé. Eddie s'est tout de suite lié à moi, il adore mes garçons, qui répètent sans cesse qu'il ressemble à Harvey et me demande comment je l'ai ramené à la vie. Ça a été une belle année. Puis, à la Journée nationale du chien 2020, en pleine pandémie, mon plus jeune beau-fils est venu me réveiller en chuchotant « Angie, viens vite, prends ton téléphone », Eddie dort mais il est assis sur le canapé comme un humain, prends une photo. J'étais un peu agacé, mais j'ai pris quelques photos. Mon fils voulait que je prenne plus de photos. Eddie m'a vu, est venu se blottir contre moi pendant que je lui caressais le ventre. Puis mon fils a crié « Angie, regarde !» Harvey est assis à côté d'Eddie sur le canapé. En regardant la photo, on voit un éclat de lumière étrange près d'Eddie. J'ai partagé la photo et raconté ça sur Facebook. J'ai fondu en larmes. Mes garçons sont allés jouer dans la piscine pendant que je séchais mes larmes. Eddie les a suivis, adorant l'eau mais ne s'enfonçant pas trop. Puis soudain, mon plus jeune a crié « Eddie est tombé dans la piscine, il a besoin d'aide, il est dans le fond ». J'ai couru pour lui venir en aide, stéthoscope en main, mais je n'ai pas réussi à le sauver. Eddie est décédé moins d'une heure après que j'ai posté cette photo. En faisant un massage cardiaque, je n'avais pas remarqué que mes garçons avaient pris des objets de mon étagère de guérison, cristaux, sauges, bougies et les avaient disposés autour d'Eddie pour essayer de l'aider comme ils m'avaient vu faire. Mais il ne revenait pas. Il s'est juste éteint, comme ça, en un instant. Je leur ai dit que sur cette photo, Harvey était vraiment là ce matin-là, veillant sur Eddie. Il n'avait pas peur, et Harvey est venu l'emmener pour le protéger, pour nous. Je ne sais pas si c'est une pensée pour me réconforter ou pour eux. Plus tard cette nuit-là, j'ai entendu mon mari parler à mon fils. Ce jour-là marquait l'anniversaire d'un an depuis qu'on avait adopté Eddie, la Journée nationale du chien 2020. Mon fils lui a dit « Papa, je pense que Harvey était vraiment Eddie tout ce temps. C'est pour ça qu'il n'a pu revenir qu'un an. » C'était leur accord. Mon cœur s'est serré à ce moment-là. Quand je repense à tout ça, c'est presque incroyable ce qui s'est passé, mais je tiens fermement à ce que mon fils a partagé ce jour-là à propos de Harvey et Eddie. Cela ne m'est pas arrivé à moi, mais à ma mère. Nous vivions dans une maison où les deux précédents propriétaires s'étaient suicidés. L'un d'eux s'était pendu dans le sous-sol, qui était sans doute la partie la plus effrayante de la maison. Pendant qu'on y habitait, les portes claquaient toutes seules et d'autres choses étranges se produisaient, mais une fois en particulier, ma mère est descendue faire la lessive. Elle a toujours ressenti un malaise en étant au sous-sol, comme si quelqu'un l'observait. C'est pour ça qu'elle demandait toujours à mon père de descendre avec elle. Ce jour-là, il était au travail, mes frères et sœurs et moi étions à l'école, et elle était seule à la maison. La lessive devait absolument être faite, alors elle s'est décidée à y aller seule. En descendant les marches, elle a vu un homme avec une tête de chèvre lui foncer dessus. Après ça, elle a refusé d'y retourner seule pendant longtemps, jusqu'à ce que mon père vide complètement le sous-sol et, d'une certaine manière, ordonne aux fantômes ou aux démons de quitter la maison. Elle déteste encore aujourd'hui se retrouver seule dans un sous-sol, même après notre déménagement. J'ai été envoyé dans un pensionnat, car mon père était militaire et, pendant quelques années, il était muté bien plus souvent que la moyenne des 3 ans. Ce pensionnat était rempli d'enfants dans la même situation, donc l'ambiance y était plus rude que ce que les gens imaginent quand ils entendent pensionnat. Il y avait pas mal d'intimidation et de bagarres. On inventait aussi souvent des histoires de fantômes débiles pour faire peur aux camarades de dortoir. L'une d'elles parlait d'un ancien élève, Peter, qui serait devenu fou et aurait tué les autres enfants de son dortoir ainsi qu'un professeur avant de s'enfuir.
Il y avait des bois non loin, avec quelques grottes, et on disait qu'il vivait dans l'une d'elles et qu'il revenait la nuit pour voler de la nourriture et des vêtements dans les dortoirs. Un défi circulait, il fallait aller jusqu'aux grottes à la tombée de la nuit, courir dans la plus grande et toucher un rocher qui dépassait juste avant que la grotte ne bifurque sur le côté. Peu osaient le faire. Un jour, moi et quelques amis traînions près des grottes. Je jouais avec un de mes jouets que j'avais emporté à l'école, une figurine de G.I. Joe, que j'avais un peu repeinte et à laquelle j'avais changé la tête parce que je ne l'aimais pas chauve. Quelques gamins qui avaient l'habitude de nous embêter nous ont surpris et, comme d'habitude, nous ont tabassés. L'un d'eux a balancé ma figurine dans la grotte en rigolant, en disant que le fantôme allait bien s'amuser avec. Quand ils sont partis, j'ai essayé de la retrouver, mais je n'y suis pas arrivé et j'ai fini par paniquer. Cette histoire m'a obsédé pendant des semaines. Alors j'ai préparé ma vengeance. Les brutes avaient l'habitude d'aller près des grottes après le dîner pour lancer des défis aux autres. Un soir, je me suis éclipsé du dîner plus tôt, j'ai mis des vêtements noirs et une cagoule. J'ai attendu d'entendre les autres arriver, puis je me suis faufilé jusqu'au fond de la grotte, derrière le fameux rocher. Ils sont restés un moment dehors, puis l'un des dieux a voulu prouver son courage et s'est avancé pour toucher le rocher. Je l'ai laissé s'approcher, puis j'ai surgi en criant. Tout le monde s'est mis à hurler et à fuir dans tous les sens. J'étais super fier. Étrangement, ma soif de vengeance avait complètement effacé ma peur. Je n'ai même pas réalisé que j'étais là, seul dans le noir. Mais le vrai moment effrayant est arrivé sur le chemin du retour. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai trouvé mon G.I. Joe. Ça m'a glacé le sang. Je sais que j'ai probablement mis la figurine dans ma poche sans y penser, concentré sur ma mise en scène, mais je n'en ai aucun souvenir. Et puis, je portais d'autres vêtements ce jour-là. Ça me faut encore les jetons aujourd'hui. J'avais 12 ou 13 ans. Ma famille va au Vietnam chaque année ou tous les 2 ans depuis que je suis petit, et on dort généralement chez un membre de la famille pour éviter les frais d'hôtel. Ma famille est immense. Cette fois-là, on était chez mon oncle et ma tante dans le district 2. Comme j'étais encore un gamin, je partageais la chambre avec mes cousins, mon oncle et ma tante, pendant que mes parents et mon frère dormaient dans une autre chambre juste à côté, à l'étage. Je me réveille au milieu de la nuit, ce qui est très rare pour moi. D'habitude, je gère bien mon eau avant de dormir pour ne pas avoir à me lever. Mais là, je me réveille, et j'entends un drôle de bruit dehors. Un genre de bourdonnement ou de vibration. Au début, je me dis que c'est juste quelqu'un qui rentre tard du travail ou d'une soirée en moto, et qui a laissé tourner le moteur. Mais rapidement, je réalise que le bruit vient d'en haut, pas d'en bas. Et là, je vois un énorme flash de lumière passer juste devant le balcon, à l'extérieur de notre chambre. Tout le monde dort profondément, mon oncle ronfle toujours comme une scie. Je panique un peu et je ferme les yeux en espérant me rendormir. Mais mon cœur bat à toute allure, je sens l'adrénaline me traverser. Et puis je sens 2 présences, juste à côté de moi, à ma droite. Et l'instant d'après, je me sens soulevé du lit. Littéralement. Mes draps retombent vers mes pieds, tirés par la gravité. Un nouveau bourdonnement commence, différent du premier, et ça fait comme un scanner qui parcourt mon corps de haut en bas. Il y a une lumière, et une sensation de chaleur qui suit le mouvement. Je suis terrifié, évidemment. Je veux ouvrir les yeux, mais j'ai trop peur. Puis je sens une pression sur mon ventre. La première fois, c'est léger, comme si quelqu'un appuyait doucement avec un doigt ou un bâton fin, à peine 5 kilos de pression. Mais la deuxième fois, ça devient brutal. J'ai l'impression qu'on me pousse avec quelque chose de pointu, comme une barre métallique, avec l'intention de transpercer. Je veux crier, je veux bouger, mais rien ne sort. Mes yeux sont comme collés, ma bouche ne fait que produire un cri étouffé, comme si je hurlais dans un oreiller qui absorbe le son. Aucun écho, aucun son. Je m'acharne, je tente encore et encore de bouger un doigt, un pied, de produire un son. Mais tout est vain. Ça dure au moins 15 secondes de douleur pure. Jusqu'à ce qu'un de mes cousins bouge un peu dans son sommeil.
J'entends le lit grincer. Et là, je suis reposé doucement sur le matelas. La pression sur mon ventre disparaît. À l'instant même où mon dos touche le lit, j'ouvre les yeux. Je regarde à droite, là où je sentais les présences. Il n'y a plus rien. Je me redresse et je vois, une dernière fois, ce même flash de lumière qui s'éloigne, accompagné du bourdonnement qui diminue peu à peu. Je regarde autour de moi. Personne n'a bougé. Mon oncle ronfle toujours aussi fort. Tout le monde dort profondément. Moi, je suis en sueur, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. En écrivant cette histoire, je tremble. C'est encore tellement net dans ma mémoire, comme si ça venait d'arriver. Quelqu'un peut me dire que ce n'était qu'un simple épisode de paralysie du sommeil, s'il vous plaît. J'étais à l'anniversaire de ma meilleure amie, elle fêtait ses 18 ans dans la maison de son grand frère, qu'il nous avait prêté pour l'occasion. Comme on est musulman, il n'y avait ni alcool ni drogue ni quoi que ce soit de ce genre. On était une dizaine. La fête a commencé vers 23 heures. Vers 3 heures du matin, un de mes amis a demandé s'il pouvait aller dormir, car il ne se sentait pas bien. Mon ami lui a dit dans quelle chambre aller. Il est revenu très rapidement, l'air perturbé, en disant qu'il ne pouvait pas dormir là-bas, parce qu'il y avait déjà un bébé dans le lit. On était tous confus. Aucun d'entre nous n'a d'enfant, ni même le frère de mon ami. On est donc tous allés voir, et effectivement, il y avait bien un bébé, profondément endormi dans le lit. Mon amie, celle qui fêtait son anniversaire, a essayé de le réveiller doucement en le touchant, mais rien n'y faisait. Il ne réagissait pas. On était tous super mal à l'aise, on ne comprenait rien. Mais on a décidé de le laisser tranquille et de retourner au salon. Là, on a commencé à paniquer un peu, à essayer de deviner d'où ce bébé pouvait bien venir. On a appelé le frère de mon ami, mais il n'avait aucune idée non plus. Environ 30 minutes plus tard, le bébé s'est mis à pleurer. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tous ensemble, on est retourné dans la chambre pour tenter de le calmer. On l'a nourri comme on pouvait, et il s'est rendormi après une trentaine de minutes. Ensuite, on est retourné au salon, encore complètement sous le choc. Vers 5 heures du matin, alors qu'on commençait à ranger la maison, une amie a crié « Où est le bébé ?» On a tout lâché et on s'est précipité dans la chambre. Le lit était vide. Le bébé avait disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Ma meilleure amie a eu 23 ans en décembre dernier, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où venait ce bébé. Il y a quelques années, je faisais du bénévolat avec des amis dans une région reculée de Tanzanie. On était censé enseigner l'anglais, mais c'était clairement du volontourisme, très peu de gens là-bas parlaient anglais, parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas besoin. C'était le genre de projet caritatif imaginé dans une salle de réunion à des milliers de kilomètres de la réalité. On logeait dans un vieil hôtel, tout en haut, au dernier étage, probablement le 6e. On avait choisi cet étage pour la vue et la tranquillité. L'hôtel était bien trop grand pour la petite ville où il se trouvait, on était quasiment les seuls clients. Chaque étage avait une vingtaine de chambres, et la disposition était assez ouverte. Un escalier central en carrelage débouchait sur un genre de hall, d'où partaient différents couloirs menant aux chambres. Nous, on avait 2 chambres, 2 personnes dans chacune. Les chambres étaient simples mais propres, entièrement carrelées. Au-dessus de chaque porte, il y avait une fenêtre ouverte, ce qui nous permettait de parler aux amis dans la chambre d'à accent grave côté sans bouger. On était là depuis quelques mois, et on s'était habitué à avoir l'endroit pour nous seuls. Personne ne montait au-delà du rez-de-chaussée, à part les femmes de ménage de temps à autre. C'était l'un des endroits les plus calmes où j'ai jamais dormi. Jusqu'à cette nuit-là. Je me réveille et vois mon ami assis dans son lit, raide comme un piquet. On entend des bruits de pas précipités qui montent les escaliers. Les pieds frappent les carreaux, et le son résonne de plus en plus fort à mesure que la personne se rapproche. Puis, elle se met à crier. C'est une femme. Elle hurle.
Un cri guttural, brut, presque animal. C'était il y a longtemps, mais je l'entends encore dans ma tête. Elle finit par arriver à notre étage, en tapant sur toutes les portes. Elle hurle à l'aide, avance dans notre couloir. Elle a l'air terrorisée. À ce moment-là, je me lève, j'attrape un couteau qu'on utilisait pour couper des fruits, je ne sais même pas ce que je pensais faire avec ça, et je m'approche de la porte. Juste au moment où je m'apprête à l'ouvrir, mon ami m'attrape et me tire en arrière. Il me fait signe de me taire. Je lui ferai confiance les yeux fermés, alors je l'écoute. On reste là, immobile, dans le noir. La femme arrive devant notre porte. Elle la frappe, elle supplie, elle pleure. À travers la fenêtre au-dessus, on l'entend distinctement. Elle est à quelques centimètres de nous, en train de gratter la porte, de gémir. Mon ami et moi, on reste figés, de l'autre côté. Terrifiés. Honnêtement, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Au bout de 10 minutes, on entend ses pas s'éloigner dans le couloir. Elle pleure moins fort. Puis on entend d'autres voix dans l'escalier, puis plus rien. Le silence revient, pesant. Je me tourne vers mon ami. Il me regarde droit dans les yeux, calmement, et il me dit « Elle parlait anglais, mec. » Du début à la fin. Elle savait qu'on était là. Elle savait exactement à quelle porte frapper. Il marque une pause, puis ajoute « Et elle n'était pas seule. J'ai entendu des pas dans le couloir avant même que tu te réveilles. Ils essayaient d'ouvrir la porte pour nous cambrioler. Si tu avais ouvert, ils seraient entrés. » Je me suis senti un peu ridicule avec mon petit couteau de cuisine à la main. Je suis resté là, assis en silence, à encaisser. Et tout à coup, ça faisait sens. Mon ami s'est recouché peu après, mais moi, je suis resté éveillé, perdu dans mes pensées. Je ne saurais jamais s'il avait raison. Est-ce qu'on aurait pu aider quelqu'un cette nuit-là? Peut-être. Mon instinct me dit qu'il avait raison. Il a souvent raison. Mais quand je repense à cette nuit, à ce moment précis où j'ai presque ouvert cette porte, j'en ai encore des frissons. Le lendemain, on a parlé au gérant et au personnel de l'hôtel. Personne n'était au courant de quoi que ce soit. Ils étaient très désolés, et ont même mis en place une ronde de sécurité pour le reste de notre séjour. J'avais ce pote au lycée qui s'est mis à vendre de la drogue. Comme c'était un type un peu bizarre, il ne savait pas trop quoi dire à ses clients pendant qu'ils fumaient ou faisaient leurs affaires, alors il se mettait à raconter des trucs bidons, et pour une raison que je ne comprendrai jamais, il a commencé à inventer des rumeurs à mon sujet. Au même moment où il racontait à l'école que j'avais de l'herpès génital sur le visage, il passait aussi son temps à essayer de m'impressionner, à m'imiter dans tout ce que je faisais. Il pompait mon style, mes expressions, même mes goûts. C'était franchement malsain. Des années plus tard, le mec est carrément allé jusqu'à mettre des benzodiazépines dans mon verre juste pour voir ce que ça ferait. C'est le truc le plus flippant que j'ai jamais vécu. Le gars voulait être moi, il voulait être meilleur que moi, il a tout fait pour me saboter, tout en jurant qu'on était amis. En 2009, on m'a volé mon portefeuille et mon BlackBerry dans une station-service. J'ai remplacé mes cartes, fait les démarches nécessaires, et j'ai continué ma vie. En 2014, je me suis acheté un nouveau camion, enfin, nouveau pour moi. C'était un modèle de 2012, un ancien véhicule de flotte avec environ 50 000 km au compteur. Il venait de l'État voisin, appartenait auparavant à Comcast, et il était en super état, avec une boîte à outils géniale sur le toit. J'étais content de mon achat. Le concessionnaire n'était pas loin de chez mes parents, alors je suis passé leur montrer le camion. Mon père et moi, on fouillait un peu à l'intérieur pour repérer les trucs pratiques, le cric, la roue de secours, etc. Et là, on trouve mon permis de conduire, sous le siège passager. Sur le coup, je me dis que j'ai dû le faire tomber chez le concessionnaire sans m'en rendre compte, alors j'ouvre mon portefeuille pour le ranger. Mais il y avait déjà un permis dedans. Et celui trouvé sous le siège, c'était celui qui m'avait été volé en 2009.
Dans un camion immatriculé dans un autre État, qui n'existait même pas encore au moment du vol. Que j'ai acheté, complètement par hasard, 5 ans plus tard. Je vis dans une région assez rurale. À 5 minutes de chez moi, il n'y a que des fermes et des pâturages à perte de vue. On surplombe un lac, et derrière, un peu plus loin, il y a une colline. Cette colline a sa réputation. Depuis les années 50, on raconte toutes sortes d'histoires étranges à son sujet, des silhouettes qui apparaissent sur le bord de la route puis disparaissent, des gens qui offrent un trajet à un inconnu qui s'évapore au milieu d'une phrase, et même l'histoire d'une femme enceinte kidnappée puis retrouvée marchant seule sur cette route, cherchant un hôpital. Chez nous, tout le monde sait qu'il ne faut pas prendre cette route de nuit. Mais voilà, elle est plus rapide, le limiteur de vitesse est plus élevé que sur la mienne, et c'est un raccourci direct jusqu'au bas de ma rue. Ce soir-là, j'étais fatigué, alors j'ai pris le chemin rapide. Il faisait chaud, c'était une nuit d'été. Les fenêtres de mon pick-up étaient baissées, je roulais tranquille, une chanson country à fond, Glenn Campbell, je crois, même si je ne me souviens plus laquelle. Et là, sur le bord de la route, je le vois. Une grande silhouette, très grande, au moins M95, avec un sweat à capuche noire, large et informe. Je ralentis, baisse la vitre côté conducteur, et lui propose de monter à l'arrière si jamais il veut aller un peu plus loin. Il est beau. Vraiment. Une mâchoire bien dessinée, une barbe noire un peu éparse, des yeux bruns et une peau d'une pâleur presque surnaturelle. Il baisse sa capuche pour mieux me regarder, et au lieu de sourire, son visage devient simplement moins fermé. Non, monsieur, ça ira. J'aime bien cette ambiance-là. Ça m'aide à garder l'esprit là où il doit être. Je lui demande s'il est sûr, plus par politesse qu'autre chose. Les bas-côtés de cette route sont très abrupts, pleins de pierres et boueux à cause de la pluie tombée plus tôt. Il me répond avec un petit sourire, et c'est à ce moment-là que je me rappelle les histoires de cette route. Quelque chose cloche. Il ne fait rien de bizarre, il parle normalement, sourit normalement. Mais je sens que quelque chose est dissonant. Trop fluide, trop calme. Vraiment, monsieur, merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Il a un accent du Sud, un peu comme mes cousins, mais pas tout à fait plus Tennessee que Caroline du Nord. Il allonge les syllabes, parle lentement, presque comme s'il chantait. Passez une bonne soirée. Je hoche la tête, je remonte la vitre, je remets la musique. Et je repars. Avant de vraiment prendre de la vitesse, je jette un coup d'œil dans mon rétro. Il marche toujours, d'un pas long, calme. Rien d'étrange. Je continue à rouler à environ 70 km/h. Puis, une minute plus tard, je regarde à nouveau. Il est à la même distance de mon camion. Sauf que cette fois, il court. Et il me suit à pied. Mais il tient la vitesse. Mon sang se glace. J'essaie de comprendre ce que je vois, je fixe le miroir plus intensément. Il a remis sa capuche, mais je vois toujours ses yeux. Ils sont verts. D'un vert brillant réfléchissant, comme ceux d'un chien. Je panique. J'appuie à fond sur l'accélérateur. Lui, il s'arrête de courir. Il ralentit, reprend sa marche tranquille, et j'entends son rire résonner à travers les collines tout le long de la descente vers chez moi. Je suis resté éveillé toute la nuit. Toutes les portes verrouillées, une batte dans les mains. J'ai pas dormi pendant 2 jours. Mes parents ont fini par m'emmener chez ma marraine, et son mari a passé la nuit assis près de la porte, un fusil chargé sur les genoux, juste pour que je me sente un peu plus en sécurité. Il y a quelques années, j'ai fumé une version synthétique d'une laitue populaire que, disons, le diable semble beaucoup apprécier. Cette version-là, elle était très puissante. Beaucoup trop pour moi. J'ai pris 2 petites taffes, j'ai passé ça à la personne suivante, et j'ai littéralement glissé contre le mur en m'écroulant. J'ai commencé à vomir. J'avais l'impression de mourir. Pas juste un bad trip, mais une sensation de pure dysphorie,
le contraire exact de ce qu'on ressent normalement en fumant de l'herbe. Tout le monde se plaignait que je vomissais dans la maison, alors j'ai rampé dehors et j'ai continué à cracher mes tripes sur le sol. J'étais totalement conscient. Et alors que je m'effondrais dans mes propres vomissures, j'ai levé les yeux et j'ai vu des silhouettes sombres, floues, qui m'entouraient. Je savais que ce que je voyais n'était pas réel. Pas objectivement, en tout cas. Mais ça ne ressemblait en rien à une hallucination classique. Pas de forme bizarre, pas de distorsion, c'était autre chose. J'ai eu la sensation que c'était l'au-delà qui m'attendait. Et je peux te dire très clairement, je n'ai aucune envie de revivre ça. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté beaucoup de choses. Je fume encore des clopes et un peu d'herbe, mais plus d'alcool, plus de mélange douteux. Plus rien de bizarre ou de chimique. Ce moment a été terrifiant. Un vrai point de bascule. Une expérience qui m'a profondément marqué. Et honnêtement, je préférerais mourir pour de bon que de devoir revivre ce que j'ai ressenti ce jour-là. J'étais étudiante à l'université de Virginie quand Morgan Harrington a disparu. C'était ma 2e année là-bas. Tristement, parce qu'elle n'était pas étudiante à UVA, elle était venue en ville pour un concert de Metallica, sa disparition a fait beaucoup de bruit, mais elle n'a pas provoqué la même peur viscérale dans le campus que celle d'Hannah Graham, 5 ans plus tard. Mais j'y reviendrai. Bref, environ une semaine après la disparition de Morgan, en 2009, un ami et moi sommes allés faire quelques courses dans un magasin pas très loin du campus. Il devait être 22 heures. Comme le service de bus s'était déjà arrêté, on a utilisé un service de taxi mis en place par l'université pour que les étudiants puissent rentrer en toute sécurité, que ce soit à cause de l'alcool ou simplement parce qu'ils n'avaient pas de transport. Le service était payé d'avance par UVA, puis facturé à l'étudiant plus tard. On monte donc dans un taxi. Et tout de suite, le chauffeur commence à parler de la disparition de Morgan. Ce n'était pas si étrange, tout le monde en parlait, c'était devenu une affaire nationale. Mais je suis une introvertie avec une mémoire très précise, surtout quand il s'agit de conversations longues ou inhabituelles avec des inconnus. Et celle-là, je m'en souviens parfaitement. Il évoquait des théories de la police, et mon ami, qui, petite anecdote, allait plus tard faire un master sur la littérature gothique et l'horreur, a commencé à parler de rumeurs sur des cultes ou des trucs occultes. Le genre de spéculation morbide qui traînait un peu partout à l'époque. Moi, je parlais peu. Mais je me souviens très bien que le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. C'est une image qui est restée gravée. Pas forcément inquiétante, mais marquante. Il nous a déposés, on est rentré sans problème. Fin de l'histoire, enfin, c'est ce que je croyais. 5 ans plus tard, je suis en master à plus de 1500 km de là. Et la disparition d'Hannah Graham fait, elle aussi, la une des infos nationales. Cette fois, il y a des images de vidéosurveillance. On la voit s'éloigner avec un homme grand, noir, avec des dreadlocks. Très vite, la police l'identifie. Son visage est partout à la télé. Je ne le reconnais pas. Puis, quelques jours plus tard, ils annoncent que son ADN correspond à celui retrouvé sur le corps de Morgan Harrington, retrouvé 3 mois après sa disparition en 2009. Et là, ils montrent une photo de lui d'il y a 5 ans. Pas de dreadlock. Cheveux courts, barbe taillée, environ 20 kilos de moins. Et mon cœur s'arrête. Je suis certaine à 97% que c'était lui. Le chauffeur de taxi. Celui qui nous a raccompagnés ce soir-là. L'homme qui avait attiré à la fois Morgan et Hannah, en se faisant passer pour un chauffeur. Je repense souvent à cette nuit. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas été avec un ami ce soir-là? Si j'avais été seul? Ou si mon ami avait été une fille, est-ce que je serais rentré chez moi? Il y a quelques jours, je me suis réveillé avec une sensation vraiment étrange, quelque chose n'allait pas du tout dans ma bouche. En bougeant un peu la langue, j'ai compris que je m'étais mordu pendant mon sommeil. Mais ce n'était pas une petite morsure accidentelle,
non, j'avais littéralement arraché le bout de ma langue avec mes dents de devant. Et comme si ça ne suffisait pas, je n'arrivais pas à mettre la main sur mes lunettes. Je les laisse toujours sur la table de chevet, au même endroit, chaque nuit. Mais ce matin-là, elles avaient tout simplement disparu. J'ai retourné ma chambre dans tous les sens. Comme si elles s'étaient volatilisées. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Peut-être que j'ai bougé ou fait quelque chose inconsciemment pendant mon sommeil, mais quoi que ce soit, ça m'a bien pourri la vie depuis. La langue blessée, les lunettes perdues, tout ça me laisse un drôle de malaise. J'étais en 3e quand mon amie Donna m'a invité à l'accompagner, elle et ses parents, à un barbecue dans la maison de vacances d'un de ses proches, dans le nord du Michigan. C'était un coin que je ne connaissais pas du tout, et je n'avais jamais rencontré ses oncles, tantes et cousins. Sur le terrain, un filet de badminton était tendu. Comme Donna et moi venions de faire une séquence de badminton en cours de PS, on a décidé d'aller fouiller dans l'abri de jardin pour trouver des raquettes et des volants. L'endroit était un vieux hangar en métal, encombré de cartons, de vieux outils rouillés, de sacs de couchage empilés et d'objets dont personne ne semblait se souvenir l'utilité. Alors que Donna fouillait un coin du hangar, elle s'est arrêtée un instant, les mains dans une caisse pleine de matériel de camping, et a dit quelque chose comme « Je crois que le mari de Karen est un peu bizarre ». Mais ce qui nous a glacés toutes les deux, c'est que j'ai prononcé exactement cette phrase en même temps qu'elle, mot pour mot. J'avais eu une sorte de flash très net, un instant précis où j'étais persuadé d'avoir déjà vécu cette scène. Le lieu, les objets autour, même l'odeur de poussière et de toile humide me semblaient familiers. Et surtout, je savais ce qu'elle allait dire avant même qu'elle ouvre la bouche. Donna s'est figée. Elle m'a regardé avec de grands yeux et m'a demandé comment je savais ce qu'elle allait dire. Un déjà-vu, ai-je répondu, encore un peu sonné moi-même. Elle avait vaguement entendu ce mot mais ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Elle a répété doucement, déjà vu ? Je lui ai expliqué que je ne savais pas si j'avais rêvé de cette scène ou si c'était autre chose, mais que j'avais eu la sensation très claire que tout ça s'était déjà produit. Elle n'était pas rassurée. Elle est restée silencieuse un moment, avant de reprendre ses recherches comme si de rien n'était, mais je voyais bien que ça la travaillait. Moi aussi, d'ailleurs. Le reste de la journée s'est déroulé normalement, mais une drôle d'ambiance s'était installée entre nous, une sorte de malaise flottant, comme si on avait franchi un seuil invisible sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Il y a quelques mois, j'étais assis par terre dans la cave, dans une lumière tamisée parce que je suis sensible à la lumière vive. J'attendais simplement que la machine à laver termine son cycle pour pouvoir étendre le linge. Je ne faisais rien de particulier, juste rester là, immobile, dans le silence et la pénombre, pendant environ 5 minutes. Quand la machine s'est arrêtée, j'ai tourné la tête vers la gauche. Et là, sans raison logique, j'ai presque été surpris de ne voir personne. Pourtant, j'étais seul dans la cave depuis le début. Mais l'instant d'avant, j'aurais juré que quelqu'un se trouvait là, tout près. Ce n'était pas une peur. Plutôt une sensation étrange, presque familière. Comme si une présence invisible m'avait tenu compagnie en silence. Et en tournant la tête, c'était comme si je l'avais dérangée, comme si elle n'avait pas eu le temps de se montrer, ou bien qu'elle s'était évaporée au dernier moment. Je suis resté figé un instant, à observer l'espace vide. Le coin sombre près du tuyau de chauffage. Le mur rugueux derrière la chaudière. Tout était exactement comme avant, mais quelque chose manquait. Comme une impression résiduelle qui ne voulait pas disparaître. Ce n'était pas la première fois que j'avais ce genre de ressenti, mais jamais aussi net. Cette impression que quelqu'un essayait de s'approcher, de franchir une barrière invisible, et que j'avais interrompu le processus en bougeant trop tôt. Il y a quelques années, je bossais chez Barnes & Noble. Un jour, pendant que je faisais du réassort dans les rayons, j'ai remarqué un vieux monsieur qui traînait dans une allée. Au début je n'y ai pas trop prêté attention, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il était là depuis une bonne demi-heure, juste à me fixer à travers les étagères.
Il ne bougeait pas, il me regardait simplement, immobile. C'était déjà bien bizarre, alors je me suis approché pour voir ce qu'il faisait. Et là, j'ai compris. Je l'ai vu remettre son sexe dans son pantalon. J'étais sidéré, dégoûté. J'ai gardé mon calme et je lui ai dit de partir. Il n'a rien dit, il est juste sorti du magasin. Mais ce n'était pas fini. Quand mon service s'est terminé et que j'ai pointé pour rentrer chez moi, je l'ai vu. Il était toujours là. Dans sa voiture, garée juste devant, à attendre. Il n'était pas revenu dans le magasin, il n'avait rien tenté, mais il était là, comme s'il espérait que je sorte seul. J'ai paniqué. J'ai rejoint une collègue qui finissait aussi son service et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sans hésiter, elle m'a proposé de rentrer avec elle. J'ai laissé ma voiture sur le parking ce soir-là et je suis allé dormir chez elle. Le long de la rivière, près de la ville où j'ai grandi, il y avait un immense moulin à vent abandonné. Il servait autrefois à pomper de l'eau depuis le fleuve, mais depuis des années, il était laissé à l'abandon, rouillé, figé dans le temps. C'était un lieu connu dans le coin. Les gamins du quartier s'y retrouvaient parfois la nuit, assis dans l'herbe ou contre les poutres du vieux grillage, juste à côté de la structure verrouillée. On racontait que personne n'avait réussi à forcer l'entrée depuis des décennies. Mais ce qui rendait l'endroit vraiment étrange, c'était ce que certains avaient remarqué, moi y compris. Il arrivait, certaines nuits bien calmes, quand l'air était lourd et qu'aucune feuille ne frémissait, que les énormes pales du moulin se mettent à tourner lentement. Sans un souffle de vent. Elles tournaient doucement, avec un crissement lointain, comme si la mécanique refusait de mourir tout à fait. On restait là à les regarder, fascinés et un peu mal à l'aise, les ombres géantes des pales se projetant sur les hautes herbes, dansantes et irrégulières sous la lumière de la lune. On ne comprenait pas. Il n'y avait pas de moteur, pas de raison logique, et pourtant elles tournaient. Un soir, un garçon un peu plus âgé a dit qu'il avait entendu que le moulin n'avait jamais été complètement éteint. Qu'il avait un mécanisme ancien, hydraulique ou autre, qui pouvait se déclencher tout seul selon la pression de l'eau dans le sol. Mais personne n'a pu vérifier. La porte était toujours scellée. Et quand on parlait de cette histoire aux adultes, ils nous disaient que c'était impossible, que les pales étaient rouillées depuis longtemps, qu'elles ne pouvaient plus bouger. Et pourtant, certains d'entre nous les ont vus. Tourner doucement, lentement, sans bruit de vent. Juste un grincement sourd, comme si le moulin soupirait encore, refusant de disparaître complètement. Je bossais dans une colonie de vacances en plein cœur des Rocheuses, au Colorado. Perdu dans la montagne, on n'avait ni réseau, ni internet. Rien. Le silence total, sauf les bruits de la nature. Les journées étaient longues, intenses, et les seuls moments vraiment à nous, c'était tard la nuit. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, un autre animateur et moi on se retrouvait discrètement près du feu de camp, juste pour fumer une clope ou deux. C'était devenu une sorte de rituel. Il n'y avait que les étoiles, la lueur de braise encore tiède, et ce silence profond que seules les montagnes savent garder. Un soir, on était là comme d'habitude, assis dans le gravier, à discuter doucement et à regarder les silhouettes des arbres dans l'obscurité. C'était paisible. Puis, entre deux bouffées, je l'ai vu. Dans les bois, un peu en contrebas du feu de camp, une silhouette massive. Immobile d'abord, presque fondue dans l'ombre. Puis elle s'est déplacée lentement, sortant d'un tronc derrière lequel elle s'était cachée. Elle était immense. Je dirais plus de 3 mètres de haut. Large, sombre, sans visage net. Une masse vivante, mais qui n'avait rien d'humain. Je n'arrivais même pas à parler correctement. J'ai juste bégayé un truc à mon collègue pour qu'il regarde. Mais au moment où il a tourné la tête, la chose avait disparu. Rien. Le silence est redevenu complet, trop parfait. Et moi, j'étais glacé. Quand la panique est retombée, j'ai essayé de me convaincre que j'avais rêvé. Que j'étais dans un demi-sommeil, perdu entre fatigue et imagination.
mais encore aujourd'hui, je peux revoir cette chose clairement dans mon esprit. Sa taille. Son mouvement lent et fluide. La sensation que quelque chose nous observait, depuis un moment déjà. Ma femme et moi rentrions du chalet un dimanche soir. Le soleil venait de disparaître derrière les arbres, et le ciel passait doucement du bleu au gris. On roulait sur une petite route régionale à 2 voies, tranquille, bordée de pins et de champs vides. Ce genre de route où on croise plus de chevreuils que de voitures. C'est là que ça s'est produit. Sans aucun avertissement, un homme est apparu juste devant nous. Grand, maigre, barbu, torse nu, seulement vêtu d'un short de course. Il traversait la route d'un pas tranquille, comme s'il faisait son jogging habituel, sauf qu'il n'y avait pas de trottoir, pas de maison autour, rien d'autre que la forêt. Je l'ai vu une fraction de seconde avant qu'il passe à quelques centimètres à peine de l'avant droit de la voiture. Son regard n'a jamais croisé le nôtre. Il n'a pas accéléré, pas reculé, pas même réagi au fait qu'on ait failli le percuter. Il a simplement poursuivi sa marche, comme si on n'existait pas. Mon cœur battait la chamade. J'ai jeté un œil dans les rétros, rien. Aucun signe de lui. Rien dans la lumière arrière de la voiture, ni sur le bas-côté. Pas un mouvement, pas un bruit. Pendant quelques secondes, j'ai douté de ce que je venais de voir. Je me suis demandé si mon esprit fatigué ne m'avait pas joué un tour, si c'était un reflet, une hallucination. Puis ma femme, d'une voix calme mais tendue, a dit « T'as vu ce type ?» J'ai senti un frisson me traverser le dos. Je n'étais pas fou. Elle l'avait vu elle aussi. Et on n'a jamais trouvé d'explication. Pas de voiture garée, pas de sentier visible, pas de signe de quelqu'un vivant ou marchant dans les environs. Juste ce type, surgissant de nulle part, disparu tout aussi vite. Comme si la route elle-même l'avait recraché, et aussitôt repris. Quand j'avais 8 ans, mon école avait organisé une maison hantée pour Halloween. C'était censé être une activité amusante, un peu effrayante, mais contrôlée. J'étais dans un groupe avec d'autres enfants et quelques adultes, on avançait lentement à travers les différentes pièces sombres et décorées. Tout le monde riait, criait un peu, mais rien de bien méchant. Puis, à un moment que je n'arrive toujours pas à expliquer, je me suis retrouvé seul. Peut-être que j'avais tourné dans le mauvais couloir, ou que j'étais resté trop en arrière. Je me souviens juste d'entrer dans une pièce vide. Elle était sombre, sans décorations évidentes, seulement les murs nus et l'ombre autour. Et là, sans avertissement, quelqu'un m'a attrapé la tête. 2 mains, fermes, brutales. Et puis, bang. Ma tête a heurté le mur. 1 fois. Puis 2. 3. 4. 5 fois. Je n'ai pas crié. J'étais trop choqué pour ça. Les coups n'étaient pas assez violents pour me blesser sérieusement, mais ils étaient assez durs pour me faire mal, pour me faire peur. Puis la pression a disparu. La présence aussi. Comme si la personne s'était évaporée dans l'obscurité. Je me suis laissé tomber au sol, incapable de bouger, juste assis là, la tête qui bourdonnait, les yeux grands ouverts. Personne n'est venu. Pas tout de suite. Je n'ai même pas su comment raconter ce qui s'était passé. Je n'étais même pas certain que quelqu'un me croirait. En temps normal, je ne crois pas aux fantômes, ni aux pressentiments, ni à tout ce qui sort de l'ordinaire. J'ai toujours préféré les explications rationnelles, concrètes. Mais après ce que j'ai vécu ce jour-là, je ne suis plus aussi sûr de rien. C'était au collège, pendant un test comme les autres. L'ambiance était calme, les élèves concentrés, chacun plongé dans sa copie. D'habitude, on recevait assez de papier pour tout terminer sans avoir besoin d'en redemander. Mais ce jour-là, au beau milieu de l'examen, j'ai ressenti quelque chose de très étrange. Une impulsion. Comme une urgence sourde. Je n'avais même pas rempli la moitié de ma feuille quand j'ai senti que je devais me lever. Pas que j'en avais envie. Que je devais.
Sans savoir pourquoi, je suis allé jusqu'au bureau du professeur pour lui demander du papier supplémentaire. Il m'a regardé un peu surpris, m'a tendu une feuille, et je me suis retourné pour regagner ma place. Et c'est là que c'est arrivé. Un fracas assourdissant. Tout le monde a sursauté. Le ventilateur de plafond, énorme, s'était décroché. Il venait de s'écraser directement sur ma chaise, là où j'étais assis à peine quelques secondes plus tôt. Les pales tordues, les vies encore chaudes sur le sol, le choc avait été si violent qu'il avait fendu le bureau. Plus tard dans la journée, on m'a convoqué dans le bureau du principal. Il m'a parlé doucement, avec un ton sérieux que je n'avais jamais entendu chez un adulte auparavant. Il m'a dit que ce qui s'était passé devait rester entre nous. Que personne n'avait besoin de savoir les détails. Et puis il a ajouté que j'aurais un A sur le test, quoi qu'il en soit. Je suis sorti de son bureau avec une drôle de sensation. Pas de fierté. Pas de soulagement non plus. Juste une certitude étrange, que quelque chose, ce jour-là, m'avait tiré hors du danger. Quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer. Quand j'étais ado, je bossais dans un supermarché, un petit boulot banal comme beaucoup d'autres. Ce jour-là, j'avais eu un moment de pause avec un ami, et je lui racontais que je venais de me faire un traitement de canal. Rien de passionnant, juste une conversation normale pour passer le temps. Et puis, sans prévenir, un homme s'est approché. Un type plus âgé. Je ne l'avais jamais vu avant, et pourtant il s'est incrusté dans notre échange comme s'il en faisait partie. Il ne s'est pas présenté, il n'a pas souri, il n'a même pas demandé si ça nous dérangeait. Il a juste commencé à parler, d'un ton plat, comme récitant quelque chose qu'il avait appris par cœur. Il a dit que les traitements de canal étaient dangereux. Que les dentistes ne disaient pas tout. Et puis il a lancé, comme une évidence sinistre. Ils ont fait des expériences sur des lapins. Ils leur ont fait des traitements de canal. Ils sont tous morts. Mon ami et moi, on s'est regardés sans savoir quoi répondre. L'homme a sorti un petit bout de papier, a noté une adresse web dessus et me l'a tendu, toujours sans la moindre expression. Aucune émotion. Pas un froncement de sourcils, pas un sourire. Quand il est parti, c'était comme si l'air était redevenu normal. Comme si quelque chose d'étrange avait brièvement traversé notre monde. Plus tard, par curiosité malsaine, je suis allé voir le site. Un ramassis de théories complotistes, de vieux articles flous, d'images glauques et de récits incohérents sur la médecine cachée, les vérités interdites, les laboratoires secrets. Rien de crédible. Mais le malaise était ailleurs. C'était cet homme. Sa peau semblait presque trop pâle, comme si la lumière le traversait sans vraiment l'atteindre. Il n'avait pas cette étincelle dans les yeux qu'on voit chez les gens, même les plus calmes. C'était comme s'il n'y avait personne derrière son regard. Une coquille. Au lycée, je faisais de la lutte, ce qui voulait dire que je passais beaucoup de temps à m'entraîner et à perdre du poids, souvent de manière extrême. Un des trucs que je faisais régulièrement, c'était courir tard le soir, dans le noir, sur la piste en gravier du collège du coin. Elle était vieille, un peu isolée, juste à côté des bois, sans éclairage. J'aurais pu courir sur la piste flambant neuve du lycée, mais pour une raison que je n'ai jamais vraiment su expliquer, je préférais éviter cet endroit. Le collège, malgré sa solitude, me semblait plus calme. Je courais avec mon téléphone en main pour chronométrer mes tours. Il faisait complètement noir, juste le faisceau de lumière bleue de l'écran pour m'orienter. Et puis un soir, alors que j'avais la tête baissée vers le chrono, ça s'est produit. Quelqu'un m'a plaqué au sol. Sorti de nulle part. Aucune alerte. Pas un bruit avant. Juste un corps qui m'a fauché, brutalement. On a roulé sur le gravier, moi trop choqué pour réagir immédiatement. Il ne disait rien. Pas un mot. Juste des grognements, comme un animal. J'ai réussi à me libérer d'un mouvement brusque et j'ai couru, sans me retourner, vers le bâtiment du collège. J'ai eu de la chance.
J'ai croisé un petit groupe de gens, peut-être des parents ou des bénévoles tardifs, je ne me souviens plus, et je leur ai crié de m'aider. Ils ont appelé les flics. Quand on est retourné sur place plus tard, toutes mes affaires étaient encore là. Mon téléphone, mes écouteurs, ma bouteille, même mon portefeuille. Rien n'avait disparu. Il n'était pas là pour me voler. Je ne sais toujours pas ce qu'il voulait. Qui il était. Pourquoi il n'a rien dit. Pourquoi il m'a attaqué, puis laissé fuir. Par la suite, j'ai arrêté de courir la nuit. J'ai aussi arrêté d'aller seul sur cette piste. Et encore aujourd'hui, parfois, quand je suis dehors dans le noir et que je baisse les yeux sur mon téléphone, j'ai cette vieille sensation qui revient. Donc, mon frère, notre ami et moi étions en voiture à travers le Vermont, en direction d'un chalet pour passer une semaine à faire du snowboard. J'étais assis côté passager dans la voiture de mon frère quand j'ai remarqué une lumière rouge vive dans le ciel. Il faisait nuit. La lumière semblait venir du fond des bois, mais elle formait une immense sorte de dôme. Elle ne se propageait pas très loin, mais elle était extrêmement brillante. On était tellement intrigués qu'on s'est arrêté dans une petite station-service au bord de la route pour mieux observer. Il y avait environ 6 autres personnes sur place, apparemment des gens du coin, qui regardaient aussi cette lumière. Ils nous ont dit qu'il n'y avait absolument aucun bâtiment ou usine dans cette direction. Pendant qu'on parlait, la lumière a commencé à diminuer. Puis, soudainement, elle a semblé s'effondrer sur elle-même avant d'exploser en une lumière blanche intense qui a illuminé le ciel et toute la zone autour de nous. Environ 10 secondes plus tard, une énorme rafale de vent est arrivée depuis la direction de la lumière. Je dirais que le vent soufflait à environ 25 à 40 km/h, en me basant sur mon expérience en randonnée en montagne. La lumière a ensuite commencé à s'estomper lentement, alors on est remonté dans nos voitures et on a repris la route. Elle a mis environ 10 minutes à disparaître complètement. C'était l'un des trucs les plus fous que j'ai jamais vus. Je ne crois pas au surnaturel, mais je me souviens très bien de cette suite d'événements qui s'est produite il y a plus de 20 ans. Je rentrais du travail en voiture, sur l'autoroute, dans une grande ville, quand ma voiture est tombée en panne sur la voie de gauche. Presque immédiatement, un type est arrivé et m'a proposé de me remorquer jusqu'à la prochaine sortie avec une sangle. Il m'a déposé là-bas, et j'ai essayé de lui donner un peu d'argent en remerciement. Il a refusé, en me disant simplement de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre à la place. Une semaine plus tard, alors qu'il pleuvait fortement, ce qui est rare, je sortais du travail et montais dans ma voiture, la même, réparée entre-temps. 2 types à l'allure un peu négligée se sont précipités vers moi. L'un d'eux m'a dit « Eh frère, on a raté notre bus. » Il voulait savoir si je pouvais les déposer quelque part. Ce n'était pas un quartier très sûr, et en temps normal, je n'aurais pas été tenté de les faire monter. Mais je me suis souvenu de ce que m'avait dit cet homme généreux. Faire une bonne action en retour. Alors j'ai dit ok, montez. On a pris l'autoroute, j'ai emprunté les routes habituelles que je prends pour rentrer chez moi, et ça tombait bien, c'était aussi la direction qu'ils voulaient prendre. Au bout d'un moment, ils m'ont demandé de les déposer à une sortie. C'était exactement le même endroit, dans une ville de plusieurs millions d'habitants, où l'autre homme m'avait détaché de son camion et m'avait dit de faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Quand j'étais au lycée, je dirais en seconde, mes amis et moi avions l'habitude de sortir en cachette de chez nos parents tard le soir. On se retrouvait sur le campus pour fumer, traîner, faire des conneries, des trucs de jeunes un peu paumés. Un soir, on s'était donné rendez-vous dans le terrain de baseball pour fumer et traîner ensemble. Pendant qu'on fumait, on a remarqué une lumière étrange, complètement inattendue, apparaître dans l'abri des joueurs voisins. Nous, on était dans un des abris du terrain, et la lumière semblait venir de l'autre. Au début, on a pensé que c'était peut-être un gardien ou un concierge en train de bosser tard. Rien d'inquiétant à première vue. Mais on a continué à la regarder, et elle a commencé à sortir de l'abri des joueurs voisins et à se diriger vers le nôtre.
Elle est arrivée au centre du terrain, à l'intersection de toutes les bases. L'endroit était bien éclairé, même de nuit, donc on aurait dû voir quelqu'un, mais il n'y avait personne. Juste cette lumière. Et elle devenait de plus en plus brillante à mesure qu'elle s'approchait. On ne distinguait aucune silhouette, rien qui la portait. Elle flottait. Quand j'ai réalisé que c'était juste une lumière flottante, j'ai voulu me tourner vers mes potes, mais ils s'étaient déjà barrés en courant sans moi. C'est là que j'ai ramassé en panique toutes leurs affaires, je les ai balancées dans mon sac à dos, et j'ai commencé à courir aussi. En prenant un peu de distance, je me suis retourné. La lumière, elle avait traversé les 2 grillages qu'on avait dû escalader à l'allée. Elle les avait traversés comme s'ils n'existaient pas. Là, j'ai vraiment flippé. J'ai accéléré autant que je pouvais, jusqu'à retrouver mes potes. On a couru sur près d'1 kilomètre, jusqu'à arriver dans un quartier résidentiel où l'un de nos amis habitait. On a sauté la clôture de son jardin pour se cacher, et apparemment, ça a suffi à semer ce truc. On n'a jamais su ce que c'était. Je l'ai revu une seule fois après ça, au même lycée, alors que je courais sur la piste. C'est de loin la chose la plus flippante qu'on ait vécue. Pourtant, on a déjà joué avec des planches Ouija, fait des séances d'exploration dans des lieux dits hantés, tout ce genre de conneries. Mais rien ne nous a jamais glacé le sang comme cette lumière. Pendant la première année et demie de la fac, je travaillais en soirée, de 15h à 23h, dans un petit hôtel de province, tenu par la mère de mon meilleur ami. La buanderie était reliée au bureau principal, et comme elle donnait directement sur le couloir central, on l'utilisait souvent comme raccourci pour aller vérifier une chambre. Tout le monde partait vers 20h, et le reste du service se faisait seul. On accueillait principalement des clients en déplacement professionnel pour la semaine, donc les soirées étaient plutôt calmes. Le tout premier soir où j'ai travaillé seul, une femme de ménage s'est mise à me taquiner en me parlant d'un fantôme qui entrait à l'hôtel. J'ai rigolé et je n'y ai pas prêté attention. Mais ce soir-là, alors que j'étais seul, j'ai traversé la buanderie comme d'habitude. J'étais à mi-chemin quand tous les lave-linges et sèche-linges se sont mis en marche en même temps. J'ai immédiatement détalé hors de la pièce. Je n'en ai jamais vraiment parlé à personne, et dans un coin de ma tête, je me suis dit que c'était sûrement un système de minuterie ou un truc du genre. Je n'ai plus eu d'incident de ce genre pendant tout le reste de mon contrat, jusqu'à mon tout dernier jour de travail, 1 an et demi plus tard. Quelques jours avant, j'avais eu un moment très bizarre avec un client. Il avait eu honte de me demander une ventouse pour déboucher ses toilettes. Mais au lieu de la rendre normalement, il était passé par la buanderie, qui n'était pas sécurisée, avait traversé tout le bureau arrière sans rien dire, et avait posé la ventouse en plein milieu de la pièce. Il était entré hyper discrètement, je n'avais rien entendu. Je suis juste arrivé et elle était là, posée au milieu de la pièce. L'ambiance m'avait mis mal à l'aise, alors j'avais fini par fermer la porte entre la buanderie et le bureau. Lors de ma dernière heure de travail, j'ai soudain entendu ce qui ressemblait à 3 hommes ivres en train de se disputer, de l'autre côté de la porte. C'était fort, j'entendais même le bruit de bouteilles qui s'entrechoquaient, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. J'ai appelé mon meilleur ami, qui bossait de nuit et qui était aussi le fils de la gérante. Au téléphone, lui aussi entendait les voix. C'était complètement irréel. Et même si je savais pertinemment que c'était une mauvaise idée, j'ai ouvert la porte pour leur dire de se calmer et d'aller se coucher. Dès que la porte s'est ouverte, les voix se sont tues. La pièce était complètement vide. J'ai essayé de ne pas trop y penser, de le minimiser, mais c'est quand même étrange que mes tout premiers et tout derniers jours dans cet hôtel aient été marqués par ce genre de choses. J'avais un drôle de pressentiment à propos de ma voiture. Aucune lumière de tableau de bord allumée, rien d'apparent, mais quelque chose semblait bizarre, inexplicablement hors de place. Il pleuvinait légèrement, il était environ 20h, et je faisais la route du Maryland vers la Caroline du Nord. Je me suis arrêté à une station-service, j'ai vérifié tous mes pneus, tendu l'oreille pour entendre le moindre bruit étrange, même si la pluie rendait ça compliqué. J'ai appelé ma meilleure amie pour lui dire que j'avais une drôle de sensation, et j'ai commencé à prendre les devants,
j'ai envoyé un message à un père de famille pour qui je fais du babysitting, il possède un garage, pour prendre rendez-vous dès le lendemain à Chapel Hill. 10 minutes plus tard, l'un de mes pneus a éclaté, et ma voiture a fait une embardée en 2 ou 3 secondes, alors que je roulais à environ 130 km/h. Au lieu de passer sous le semi-remorque qui roulait à ma droite, la voiture est partie dans le terre-plein central, a traversé 20 à 30 mètres de broussailles et d'arbres. J'ai percuté des troncs dans tous les sens. Et malgré ça, j'ai réussi à attraper mes clés, mon sac, mon chien, à sortir par le siège passager, la portière conducteur était bloquée par un arbre, et j'étais quasiment indemne, à part quelques éclats de verre et un traumatisme dont je me remets encore. En attendant les secours, j'ai regardé mon téléphone. Le père que j'avais contacté m'avait répondu pour me demander à quelle heure je voulais passer le lendemain. Je lui ai juste répondu, finalement non, ma voiture est morte. Je ne sais pas pourquoi je suis encore en vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti que quelque chose allait se produire. Mais je suis convaincu que ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir écouté ce pressentiment, d'avoir pris cette pause, d'avoir essayé de comprendre ce qui clochait au lieu de continuer comme si de rien n'était. C'est troublant. Et même si j'ai toujours fait confiance à mon intuition, cet épisode-là m'a vraiment retourné. Ça ne m'est pas arrivé directement, mais j'ai clairement ressenti les retombées et une drôle d'ambiance à cause de cette histoire. Mon meilleur ami et sa mère déménageaient de leur maison. C'étaient les seuls à y vivre. Juste avant de partir, il est allé prendre un dernier selfie dans sa chambre, pour le souvenir. Quand il a montré la photo à sa mère, elle lui a demandé « C'est qui derrière toi ?» Il a regardé de plus près et a vu ce qui ressemblait à un visage blanc, comme un masque figé, qui le regardait par-dessus son épaule, depuis la trappe du grenier située au plafond de sa chambre. Il avait toujours entendu des bruits étranges venant de là-haut, mais n'avait jamais rien vu jusqu'à ce moment. Quelques semaines plus tard, on est partis tous ensemble pour un voyage de lutte et on a dormi à l'hôtel. Mon pote a montré la photo à tout le monde dans notre chambre, et c'est là que les choses bizarres ont commencé. On a entendu frapper à notre porte plusieurs fois, sans jamais trouver personne de l'autre côté. Et dans le miroir de la chambre, plusieurs d'entre nous ont cru apercevoir des éclairs, ou de brèves apparitions d'une silhouette. L'ambiance est devenue très tendue. Certains ont commencé à dire que c'était peut-être le démon ou l'entité de la photo qui nous suivait. Mon ami, lui, était complètement parano. Il a fini par mettre des lectures de versets bibliques en boucle toute la nuit pour éloigner ce qu'il pensait être une présence. Il nous a avoué plus tard que depuis qu'il avait pris cette photo, il vivait des trucs bizarres en permanence, des bruits, des ombres, des sensations de froid, des rêves étranges. Et franchement, même moi, sans avoir vu la chose de mes propres yeux, j'ai ressenti un malaise profond autour de cette histoire. Une sorte de pression ou d'oppression qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Rien que d'y repenser, ça me donne encore la chair de poule. Je marchais chez moi, bêtement en train de parler au téléphone, un soir. J'ai aperçu un homme près d'un parc, en train de parler tout seul, et j'ai instinctivement changé de rue pour l'éviter. En plein milieu de la conversation, un chat orange surgit de nulle part et commence à marcher à côté de moi. On a marché côte à côte sur 3 pâtés de maison, et j'en rigolais au téléphone avec la personne que j'appelais. Puis, sans prévenir, le chat s'est arrêté et a commencé à faire demi-tour. C'est là que je l'ai vu, le même homme d'avant, qui avait changé de direction et m'avait visiblement suivi sur plusieurs rues. Le chat s'est alors interposé entre lui et moi et s'est mis à feuler et hurler jusqu'à ce que l'homme fasse demi-tour et s'éloigne. Le chat et moi avons ensuite continué à marcher encore un pâté de maison avant qu'il ne bifurque tranquillement dans une cour. J'ai vérifié, l'homme avait disparu. Je ne peux pas affirmer avec certitude que cet homme avait de mauvaises intentions, mais je sais que sans ce chat, je ne l'aurais jamais remarqué derrière moi. Avant cette nuit-là, je ne croyais pas aux anges gardiens, ni aux signes, ni à quoi que ce soit de ce genre. Mais depuis, j'ai du mal à voir ce chat comme une simple coïncidence. Ce que tu racontes là touche à quelque chose de profondément troublant et intime, un entrelacement étrange entre rêve, intuition,
mémoire et réalité. Et c'est d'autant plus marquant que tu n'essaies pas d'y plaquer une explication surnaturelle ou de le rendre plus spectaculaire que ça ne l'est déjà. Ce sont des expériences vécues, ressenties, et elles parlent d'elles-mêmes. Les deux expériences de prémonition, en particulier, sont très puissantes. Le rêve de la route de campagne que tu n'avais jamais vu, mais que tu reconnais ensuite dans les moindres détails. C'est exactement ce genre de moment où notre perception de ce qui est possible bascule un peu. Ce n'est pas juste un déjà-vu flou, c'est une anticipation précise, presque chirurgicale. Idem pour la conversation avec ton frère, ce sentiment de connaître ses mots à l'avance, de pouvoir les compléter. Et sa réaction à lui, la surprise, presque la peur, rend le tout encore plus réel. Le rêve partagé avec ton frère, ça, c'est autre chose. Très peu de choses sont aussi déstabilisantes que ça. Deux personnes rêvant de la même chose, avec le même détail marquant, les yeux dorés. C'est comme si, pendant une nuit, vos esprits s'étaient branchés au même endroit. Que ce soit une coïncidence improbable, une mémoire collective, un lien fraternel profond, ou quelque chose d'autre, ce n'est pas anodin. Et ce rêve ultra-réaliste de ta propre mort, ou plutôt de la sensation d'être sur le point de mourir, avec cette montée de panique physique et totale, ce n'est pas simplement un cauchemar. C'est comme si ton corps avait vécu la mort, même si ce n'était qu'un rêve. Ce que tu décris là, ce n'est pas juste de la peur, c'est une immersion complète, physiologique. Et c'est ce qui rend ça si marquant, surtout si même la paralysie du sommeil n'a jamais recréé cette intensité. Tu sembles être quelqu'un d'hypersensible à ces zones floues entre le conscient et l'inconscient, entre le présent et ce qui pourrait être. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est atténué avec le temps. Peut-être que c'est resté latent, juste un peu plus calme. Mais tu as eu des expériences que beaucoup de gens passeraient leur vie entière sans vivre, ou sans oser en parler. Et même si on ne peut pas expliquer tout ça rationnellement, il n'est pas interdit de simplement reconnaître que certaines choses échappent à notre cadre logique habituel, sans que ce soit une faiblesse, bien au contraire. C'est un rappel que la réalité, parfois, est bien plus étrange, plus mystérieuse, et plus personnelle qu'on ne le croit. Je vivais sur une ferme de 600 acres en Arkansas, sans absolument personne à des kilomètres à la ronde. Un soir, en rentrant tard, j'étais dehors pour nourrir les animaux. Je venais de finir et je ramenais les seaux à la grange. Pendant que je fermais à clé la grange à nourriture, notre chien de troupeau, un corgi, s'est mis à devenir complètement fou. Il courait en aboyant vers les bois, alors je suis immédiatement allé voir ce qui se passait pour m'assurer que les animaux allaient bien. J'avais un projecteur portatif et j'ai commencé à balayer la forêt avec. Je ne voyais rien au début. Le chien continuait à s'agiter comme un fou. Puis j'ai fini par l'apercevoir courant entre les arbres vers une sorte de tache noire. C'était vaguement humanoïde comme forme, mais le plus étrange, c'est que la lumière semblait y être absorbée. C'est difficile à décrire. La chose ne reflétait pas la lumière comme le ferait une pierre opaque, elle semblait simplement l'annuler, la faire disparaître. Et puis, d'un coup, le chien a été projeté en l'air, littéralement au-dessus de ma tête. Il a traversé la clôture électrique, qui fait plus de 2 mètres de haut, et a atterri de l'autre côté, à environ 3 mètres en arrière. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison pour aller chercher le fusil. Quand je suis revenu, les chiens étaient toujours en train d'aboyer, mais la chose avait disparu. J'ai tiré un coup de fusil pour faire fuir ce que c'était, au cas où, et ça a semblé fonctionner. Je ne l'ai plus jamais revu. Les chiens sont tous revenus à la maison, je les ai nourris, leur ai donné de l'eau, et plein de caresses pour les remercier d'avoir protégé les animaux. Mais voici la partie qui m'a été la plus difficile à encaisser. Le lendemain, ce chien-là, celui qui avait couru après la chose, a été retrouvé mort. Il était au bord de la forêt, le cou complètement tordu à l'envers. J'étais sous le choc, envahi de chagrin, et je n'ai pas trop réfléchi sur le moment. Mais encore aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'était. Et rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire.
On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.